Très bien, chers spectateurs, jouons carte sur table. La piste est froide, tout comme le rocher que nous traquons. C'est encore cette planète hypothétique, une véritable anguille, tirant ses ficelles orbitales depuis les ombres. Je poursuis sa trace gravitationnelle depuis des années. Elle a semé derrière elle une traînée d'erreurs de calcul et d'astronomes perplexes. Mais elle ne pourra pas nous échapper éternellement. Ce système solaire n'est pas si vaste. Et, si elle existe, nous finirons bien par débusquer la planète Iger. Ouais, une nouvelle journée et une nouvelle enquête visant à percer les mystères du système solaire. De récentes études suggèrent la présence d'un monde caché, et il ne faut pas écarter ces théories avant qu'elles ne soient réfutées. Les chercheurs d'aujourd'hui croulent sous des masses de données. Heureusement, leurs superordinateurs sont capables de trier des montagnes d'équations qui donneraient le vertige à quiconque. C'est ainsi, pourtant, que naissent ces hypothèses. Il fut un temps où même Neptune paraissait une idée insensée. Quand William Herschel découvrit Uranus en 1781, on crut longtemps que le système solaire s'arrêtait là. Mais Uranus ne respectait pas les règles. Quelque chose clochait. Soit les lois étaient fausses, soit une force invisible était à l'œuvre. Deux mathématiciens, Adams en Angleterre et Le Verrier en France, se penchèrent sur le problème, et Neptune apparut exactement là où ils l'avaient prévu. Une victoire éclatante pour les mathématiques. Ce succès inspira la quête suivante. Au début des années 1900, Percival Lowell se passionna pour la planète X. Convaincu qu'Uranus et Neptune continuaient d'osciller étrangement, il imagina un vaste monde secret tirant leurs ficelles. Après des années de recherche, Clyde Tombaugh découvrit Pluton en 1930. Était-ce la planète X? Non, pas vraiment. Pluton était bien trop petite. L'excitation retomba, et des décennies plus tard, Voyager 2 prouva que ces orbites étranges avaient toujours eu une explication. La planète X, du moins celle de Lowell, n'avait jamais existé. Puis vint la planète 9. En 2016, des chercheurs constatèrent que les objets éloignés de la ceinture de Kuiper ne semblaient pas dispersés au hasard. Leurs orbites se regroupèrent étrangement, comme si une force invisible les alignait. Ils avancèrent alors l'idée d'une super-Terre, 5 à 10 fois plus massive que la nôtre, orbitant à plusieurs centaines d'unités astronomiques. Les simulations paraissaient crédibles, mais nul ne l'a encore observé. Plus tard, la découverte d'une planète naine, 2017 OF 201, compliqua encore les choses. Pour certains, elle affaiblit la thèse de la planète 9, pour d'autres, elle la renforce. Pour l'heure, la planète 9 demeure une simple hypothèse. Mais des travaux récents évoquent une autre candidate potentielle, provisoirement nommée planète Y, qui serait plus modeste, de taille comparable à celle de la Terre ou de Mercure, et dissimulée juste au-delà de la ceinture de Kuiper. Voici l'indice majeur. Bien au-delà de Neptune, plusieurs corps glacés présentent une même inclinaison, comme des billes glissant toutes vers le même bord d'une surface lisse. Cela ne devrait pas se produire. La gravité aurait dû corriger ces écarts depuis longtemps. L'explication la plus simple? Une planète cachée, modifiant silencieusement les confins du système solaire tel un gardien malicieux. Les astronomes ont comparé les orbites de ces objets à celles du plan invariable du système solaire, le point d'équilibre de toutes les planètes réunies. Si tout était normal, les trajectoires devraient en s'aligner. Or, elles ne le sont pas. Elles penchent toutes dans la même direction, comme des crayons tombés au sol, pointant vers un même angle. D'après les chercheurs, la probabilité que ce soit dû au hasard n'excède pas les 2 à 4%. Ce qui équivaudrait à gagner 5 fois de suite, à pile ou face. Les astrophysiciens ont alors réalisé leurs calculs les plus précis et sont parvenus à une conclusion simple. Un autre corps massif doit exercer son influence. Selon les modèles, un monde d'une taille intermédiaire entre celle de Mercure et celle de la Terre, orbitant entre 100 et 200 unités astronomiques du Soleil, pourrait maintenir cette inclinaison. Ni trop grand, ni trop éloigné, juste assez puissant pour tordre la ceinture de Kuiper sans bouleverser l'ensemble. Et voici le plus intrigant. En théorie, la planète Baxi pourrait coexister avec la planète 9. Cette dernière regrouperait les orbites glacées, tel un chien de berger rassemblant son troupeau, tandis que la planète Yag, elle, inclinerait tout le plan orbital. Si ces deux mondes existent réellement, ils sculpteraient ensemble les marges du système solaire, chacun à sa manière. Alors,
Pourquoi n'a-t-on pas encore aperçu ce mystérieux voisin? C'est simple, il est très peu lumineux. À une distance de 100 à 200 unités astronomiques, la lumière solaire est des milliers de fois plus atténuée que sur Terre. Une planète rocheuse aussi lointaine ne renverrait qu'un faible reflet. Pour nos télescopes, elle se fondrait dans la trame étoilée, semblable à une tache mouvante presque invisible. C'est un peu comme chercher un chat gris, assoupi dans une cave obscure, sous le pâle éclat de la Lune filtrant par une fenêtre. Le problème s'aggrave encore, car la planète Igar se déplacerait à une lenteur d'escargot à travers le ciel. Prenez une photo une année, puis une autre quelques mois plus tard, elle semblerait immobile. Les anciens relevés du ciel n'étaient pas conçus pour détecter un objet aussi discret et si lent. Ils excellent à repérer les astéroïdes filant près de la Terre, mais restent impuissants face à une tortue rampant aux confins du système solaire. Pourtant, la traque se poursuit. Les astronomes fondent désormais leurs espoirs dans le télescope de l'observatoire Vera C. Rubin, un instrument colossal destiné à photographier le ciel nocturne avec une précision inédite. Si la planète Ygactor existe, c'est sans doute Rubin qui la révélera. Et si elle n'existe pas, alors ce télescope apportera la preuve la plus solide de son absence. Mais qui sait, peut-être découvrira-t-il quelque chose d'entièrement inattendu. Mais supposons que la planète Kazny soit bien réelle. D'où tiendrait-elle son origine? Peut-être d'un vestige du jeune système solaire, issu de ses débuts chaotiques. Il y a plusieurs milliards d'années, lorsque Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune migraient encore, d'immenses blocs de roches et de glace s'entrechoquaient dans un tumulte cosmique. Certains fusionnèrent pour former les planètes que nous connaissons. D'autres furent expulsés dans le vide interstellaire. La planète Ygard pourrait être l'une des survivantes, trop modeste pour devenir une géante gazeuse, mais assez massive pour conserver une orbite stable à la lisière du système. Une autre hypothèse, plus séduisante encore, suggère qu'il s'agirait d'une planète vagabonde. Une étrangère céleste, semblable à un orphelin de l'espace, ayant trouvé refuge aux confins du système solaire. Alors, que signifierait l'existence de la planète Ygactor? D'abord, cela impliquerait de revoir bien des manuels et d'en rééditer les illustrations. Une telle découverte remettrait en cause notre vision de la formation planétaire. Un corps de la taille de Mercure ou de la Terre à une telle distance contredit le modèle classique, où les planètes se forment près du Soleil et y demeurent. Soit le jeune système solaire fut assez chaotique pour la projeter au loin sans pour autant la perdre, soit elle ne provient pas d'ici et fut capturée par la suite, dérobée à une autre étoile. Autre possibilité, les comètes. Une planète lointaine pourrait infléchir leur trajectoire, attirant certaines vers l'intérieur. Ce processus aurait peut-être contribué à apporter l'eau et les ingrédients de la vie sur Terre. Mais cela reste pure spéculation. Mais la grande question demeure. Que se cache-t-il encore là-bas? Si une planète de la taille de la Terre échappe à nos instruments, combien d'autres mondes plus petits ou glacés attendent au-delà? Le nuage de Oort pourrait receler des objets dont nous n'avons même pas idée. Découvrir la planète Ygard ne signifierait pas seulement ajouter un astre, mais ouvrir un nouveau chapitre de l'exploration du système solaire. Nous voici donc au bord de la carte, là où les lumières du système solaire s'éteignent une à une. Ce n'est qu'une théorie de plus posée sur un bureau couvert de poussière, un nouvel indice dans la traque d'un univers obscur. Certaines pistes se sont effacées, ne révélant que des mirages. D'autres demeurent, silencieuses, attendant d'être mises au jour. Quant à la planète Ygn, l'enquête reste ouverte. Une chose pourtant demeure certaine. Tant que les orbites chancelleront et que les plis du cosmos persisteront, les astronomes poursuivront leurs recherches. Ils ne cesseront jamais de traquer cette dernière planète cachée dans les ténèbres insondables. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Nous finirons bien par savoir. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique.
Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de 2 sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe,
ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant Iras et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire. Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis, une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient plus à la théorie d'Olbers. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement, en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe.
Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygiea. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions, plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les deux premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86% de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si deux pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente, un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés. Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire.
mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique, et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux. Mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle. Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années, et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère.
Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide, plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula.
mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile hôte en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Regardez cette immense région en forme de beignet située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9. La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hotne, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'ayant cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari. Ces 2 sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace.
Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'Iras et d'Akari en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les deux détections n'étaient pas au même endroit dans les deux relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date, et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DeCam, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées. Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite, nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites ? Un autre aspect fascinant de cette histoire, si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions. L'une à environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre à environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il pensait que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique.
et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau. Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire, une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse, ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques. Mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète Planète 9, une appellation jugée plus séduisante que Planète X. Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement.
Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le docteur Man Ho-chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule, elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9. La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant. Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique, et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu.
Qu'est-ce que la zone habitable? Dans ma chambre, c'est sans doute le seul coin encore épargné par les débris de nourriture et les jeux vidéo. Mais en astronomie, cette zone désigne une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Trop chaude, elle s'évapore. Trop froide, elle gèle. À l'image de la soupe de boucle d'or, cette zone est juste comme il faut pour que de l'eau liquide subsiste, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Les 3 ours ne diront pas le contraire. La taille de cette zone dépend directement de la température de l'étoile qu'elle entoure. Toutefois, elle ne garantit en rien la présence de vie. L'atmosphère d'une planète et la protection offerte par son champ magnétique y jouent également un rôle essentiel. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5000 planètes au-delà de notre système solaire, et seules 63 pourraient être propices à une forme de vie comparable à la nôtre. Une véritable loterie cosmique. La bonne nouvelle, c'est que ce principe s'étend aussi aux lunes. Si celles-ci gravitent dans une zone habitable, elles pourraient elles aussi abriter des conditions favorables à la vie. Ce serait un véritable jackpot, 2 oasis pour le prix d'une. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend approximativement entre 129 et 168 millions de kilomètres du Soleil. De toutes les planètes situées dans cette bande, seule la Terre a vu poindre la vie. Mais imaginons un instant que nous puissions rendre toutes les planètes habitables. Commençons par Mercure. Avant toute chose, il faudrait offrir à Mercure une profonde transformation, épaissir son atmosphère, lui fournir un champ magnétique, et l'arroser généreusement d'astéroïdes riches en eau. Bref, c'est l'heure de la terraformation. Étant la planète la plus proche du Soleil, Mercure ne manque certes pas de lumière. En vérité, elle aurait surtout besoin de se rafraîchir. Sa température atteint aujourd'hui les 430 degrés Celsius. Bien trop chaud, comme le ferait remarquer Papa Ours. C'est pourquoi il faudrait déplacer la planète vers une orbite plus clémente, environ 2 fois plus éloignée du Soleil. Grâce à la terraformation et à un climat désormais tempéré, l'eau finirait par apparaître. Et si nous souhaitons un environnement véritablement confortable, nous pourrions bâtir des habitats souterrains, ou bien en surface, à condition de les protéger efficacement contre la chaleur et les radiations. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Après tout, des gens vivent en Arizona, n'est-ce pas? Il ne manquerait plus que les terrains de golf. Abordons à présent Vénus, cette fameuse planète de l'amour, où les températures sont si extrêmes qu'elles suffisent à faire fondre le plomb, et où la pression atmosphérique est telle qu'elle pourrait vous broyer en quelques secondes. Charmant, n'est-ce pas? Vénus est considérée comme la planète sœur de la Terre, mais comme dans bien des fratries, nous n'avons presque rien en commun. Tâchons d'y remédier. Si nous introduisions de l'hydrogène sur Vénus, il réagirait avec le dioxyde de carbone pour produire de l'eau et du graphite. L'eau nous permettrait de générer de l'oxygène. Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait amasser de l'hydrogène spatial, comme s'il y avait soudain des soldes à prix cassés. Ensuite, il nous resterait à bâtir des logements capables de résister aux rafales et aux pluies acides. Une formalité, n'est-ce pas? Heureusement, avec la planète suivante, les choses deviennent bien plus simples. Mars est souvent vu comme la candidate idéale pour abriter une vie extraterrestre. C'est un monde rocheux, à l'atmosphère ténue, mais dont la surface montre des traces d'eau, et même des signes potentiels de vie microbienne. Aux yeux des Martiens, c'est sans doute nous, les extraterrestres. Dans l'optique de terraformer Mars, la présence d'océans serait essentielle. Elle contribuerait à en épaissir l'atmosphère et à en réchauffer la surface. Il ne resterait plus qu'à provoquer une nouvelle pluie d'astéroïdes, ou bien à installer d'immenses miroirs pour réfléchir la lumière solaire et faire fondre les glaces. Tout simplement. Dès l'apparition d'étendues océaniques sur Mars, la planète amorcera lentement sa transformation en un monde verdoyant, comparable à notre Terre. Il ne restera plus qu'à y ériger des habitats artificiels, en veillant à leur offrir tous les attributs du confort domestique. Rendre les planètes telluriques habitables n'est pas si insurmontable, comparé aux géantes gazeuses. Jupiter, par exemple, est dépourvu de surface solide, rendant sa colonisation pratiquement irréalisable. Il nous faudrait redoubler d'inventivité. Pourquoi ne pas envisager des structures flottantes, suspendues dans les nuages, là où température et pression rappellent celles de la Terre? Il suffirait ensuite de les isoler des petits désagréments, tels que des vents dépassant 640 km/h et des éclairs à chaque minute. Mais si nous parvenions à ériger des habitations dans l'atmosphère jovienne, les panoramas qui s'offriraient à nous seraient d'une rare magnificence. Imaginez-vous éveillé chaque matin face à ces bandes colorées et à ces nuées en perpétuel mouvement, ou bien flânant dans l'épaisse atmosphère de cette géante gazeuse. Effrayant sans doute, mais spectaculaire. Prenez garde à ce balcon.
Nous pourrions aussi recourir à des technologies avancées afin de rendre l'atmosphère de Jupiter respirable. Un système qui transformerait ces gaz pour libérer de l'oxygène. Cela relève aujourd'hui de la science-fiction, mais quelle idée fascinante. Abordons maintenant Saturne, autre géante gazeuse dénuée de surface solide, apte à accueillir la vie. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Comme pour Jupiter, nous pourrions concevoir des habitats flottants dans les couches supérieures de son atmosphère. Une vie suspendue dans un nuage de luxe, bien que le loyer soit stratosphérique. On pourrait également envisager de recouvrir la planète d'un vaste bouclier, semblable à un parapluie spatial, car dans l'espace, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui tombent, mais les rayons cosmiques. Cette barrière servirait à nous préserver des radiations et des vents solaires, rendant le climat saturnien plus clément. Rappelons-nous notre récente évocation des lunes. Titan, satellite de Saturne, possède une atmosphère épaisse ainsi que, probablement, un océan souterrain. Quant à Encelade, il dissimule lui aussi une mer sous sa croûte. Ces deux astres représentent des candidats idéaux pour une implantation humaine, bien plus accessible que Saturne. Uranus est une géante de glace, composée de fluides denses et froids tels que le méthane, l'ammoniac et l'eau. Sa température de surface avoisinant les -214 degrés témoigne d'un froid extrême. Dès lors, comment pourrions-nous rendre cet environnement habitable? L'une des solutions consisterait à générer un effet de serre contrôlé. Ce phénomène naturel permet, sur Terre, de stabiliser les températures, lorsque ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Quand la lumière solaire traverse l'atmosphère, une fraction est retenue par les gaz dits à effet de serre, formant une enveloppe thermique autour de la planète. Cela fonctionne, tant que nous ne le perturbons pas. Pour réchauffer une géante glacée telle qu'Uranus, il conviendrait d'amplifier cet effet. Nous pourrions, par exemple, enrichir son atmosphère en gaz appropriés, ou concevoir un vaste réseau de miroirs destiné à capter la chaleur solaire. Mais une telle entreprise exigerait une logistique titanesque, sans parler de la précision requise pour en ajuster l'orientation. Il serait sans doute plus raisonnable de s'intéresser aux lunes d'Uranus. Leur surface rocheuse, voire la présence d'océans internes, pourrait en faire des havres propices à la vie, et les panoramas qu'elles offrent sont tout simplement sublimes. Passons maintenant à Neptune, dernière étape de notre périple, une autre géante de glace, dont l'année dure 165 révolutions terrestres. Façonnez d'abord une atmosphère. Celle de Neptune est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas vraiment idéal. Il nous faudrait y apporter des végétaux ou d'importantes quantités d'oxygène afin de la rendre un tant soit peu respirable. Mais comment ajouter de l'eau à une géante gazeuse? Il faudrait peut-être exploiter la glace présente sur ces lunes, ou bien envisager le transport de vastes quantités d'eau depuis la Terre. Imaginez un groupe de vaisseaux tractant d'immenses réservoirs en direction de Neptune. Et une fois la planète dotée d'une atmosphère respirable et d'eau liquide, il nous faudrait y édifier des habitats. Sans doute une nouvelle cité flottante, car on n'en a jamais trop. Imaginons que, par un miracle, toutes les planètes soient devenues habitables. Que se passerait-il? Cela relancerait sans doute l'exploration et la colonisation spatiale. Des habitations apparaîtraient un peu partout. On pourrait migrer de Mercure à Neptune simplement pour vivre dans un climat plus frais. Davantage de planètes habitables offriraient aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur la Terre. Cela conduirait à de nombreuses découvertes. Et le commerce interplanétaire pourrait commencer. Extraction massive de ressources sur les planètes, les lunes et les astéroïdes. De quoi ravir certains milliardaires. Naturellement, tout ne serait pas idyllique. De telles entreprises provoqueraient inévitablement des rivalités liées aux ressources ou au territoire. Imaginez devoir arbitrer des tensions entre Martiens et habitants de Jupiter. Au-delà des plaisanteries, envisager un système solaire intégralement habitable demeure fascinant. Toutefois, une terraformation d'une telle ampleur est hors de portée, pour l'instant. Mais qui sait? Bien des choses jugées autrefois impossibles sont devenues réalité. Alors, continuons de rêver, tout en prenant soin de la planète que nous avons déjà. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus,
une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite,
De plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes, et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue, et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est pourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Incroyable! Des scientifiques viennent de découvrir un fossile venu des confins de l'espace. Et non, ce n'est pas un dinosaure. Son surnom, Ammonite, un étrange objet glacé qui orbite silencieusement bien au-delà de Pluton depuis plus de 4 milliards d'années. Aujourd'hui, cette relique figée pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le système solaire, car elle représenterait peut-être la preuve la plus tangible que la planète 9, ce monde mystérieux que nous cherchons depuis des années, n'existe pas. Avant d'aller plus loin, faisons connaissance avec Ammonite, le plus récent membre de notre système solaire. Ce n'est pas une planète, ni même une planète naine comme Pluton. Ses corps assez grands pour être ronds, mais trop petits pour dégager les autres objets autour d'eux. Ammonite est encore plus minuscule. Son diamètre serait environ 40 fois la hauteur du mont Everest. Et avant de vous dire « ce n'est pas si petit », souvenez-vous qu'à l'échelle planétaire, cela ne représente presque rien. La Terre, à titre d'exemple, est près de 30 fois plus grande. Officiellement, les chercheurs l'ont baptisé 2023 KQ14. Inspirant, n'est-ce pas? Mais beaucoup l'appellent simplement Ammonite. Ce surnom provient d'anciennes créatures marines aux coquilles spiralées, semblables à celles que l'on trouve encore sur certaines plages. Pourtant, cet objet ne ressemble pas à une spirale. Son nom vient de sa manière de se déplacer. Son orbite, en revanche, est unique en son genre. Elle montre que les confins du système solaire sont bien plus complexes et variés qu'on ne le pensait. Deux raisons principales l'expliquent. D'abord, Ammonite suit cette trajectoire depuis la formation du système solaire. Et oui,
depuis si longtemps que ça. Et comme elle existe depuis les origines, on la considère comme un véritable fossile spatial. Pas de plaisanterie sur le narrateur, merci. La seconde raison réside dans son orbite. Ovale et gigantesque, semblable à un cercle qu'on aurait fortement étiré. Imaginez un circuit de Formule 1 parfaitement rond où les voitures tournent sans tarder. Étirez-le maintenant en une forme ovale, 432 fois plus longue. Chaque tour semblerait infini, n'est-ce pas? C'est à peu près ce qu'il se passe avec Ammonite. Son orbite est si allongée qu'elle met près de 4000 ans terrestres à accomplir un seul tour du Soleil. Ce qui explique son extrême éloignement. Très bien, récapitulons. Voici ce que nous savons d'Ammonite jusqu'ici. Premièrement, elle est très éloignée. Deuxièmement, son orbite est étrange et fortement allongée, presque ovale. Ce sont ces deux éléments qui ont poussé les chercheurs à la classer parmi les sednoïdes. Ces objets célestes sont d'une extrême rareté, seuls 3 étaient reconnus jusqu'à présent, et 2023 KQ14 devient désormais le 4e. Parlons des sednoïdes. Ils se trouvent à une distance si immense que la gravité de Neptune les influence à peine. Et, pour être honnête, ils demeurent difficiles à comprendre, car leur trajectoire ne ressemble en rien à celle du reste du système solaire. Observez, voici comment la Terre, Mars et les autres planètes gravitent autour du Soleil. Leurs trajectoires ne sont pas parfaitement circulaires, mais leurs orbites demeurent presque rondes. Maintenant, reculons un peu. Encore, stop! Voici comment se déplacent les sednoïdes. Voyez comme leur chemin diffère radicalement. Ils paraissent plus irréguliers et prennent la forme de cercles aplatis. Les sednoïdes sont également cool. Et nous entendons cool au sens propre, car ils sont glacés, si loin du Soleil. Mais aussi cool au sens d'impressionnant et mystérieux, puisqu'ils pourraient receler des indices sur la planète 9. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette théorie. De nombreux experts estiment sérieusement qu'une 9e planète pourrait se dissimuler à la périphérie du système solaire. En théorie, il s'agirait d'une géante obscure, composée de gaz ou de glace, dont la masse serait comprise entre 5 et 10 fois celle de la Terre. On pense qu'elle orbite autour du Soleil sur une trajectoire très allongée, totalement décalée par rapport aux autres planètes. Mais elle n'a jamais été observée, ni démontrée. Les chercheurs supposent simplement son existence, car cela permettrait d'expliquer plusieurs phénomènes étranges aux confins du système solaire, notamment les orbites inclinées et chaotiques des sednoïdes. En somme, ces trajectoires singulières pourraient résulter de l'influence gravitationnelle de cette supposée planète 9, encore invisible. Voici ce qu'il faut retenir au sujet d'Ammonite. Son orbite diffère nettement de celle de ses cousines cosmiques. Observons-les. Voici les orbites des 3 autres sednoïdes connus. Remarquez comme elles semblent toutes se regrouper dans une même région de l'espace, comme attirées dans une direction commune. Cela suggère qu'un événement inhabituel s'est produit au premier temps du système solaire. Et ce schéma est justement ce qui a conduit les chercheurs à soupçonner l'existence de la planète 9. Après tout, il doit bien y avoir quelque chose là-dehors qui influence leur trajectoire. Mais les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'on observe l'orbite d'Ammonite, car sa trajectoire ne correspond en rien à celle des 3 autres sednoïdes. En réalité, elle pointe dans la direction opposée, et cela pourrait signifier une seule chose. Il est peut-être temps de dire adieu à la planète 9 pour de bon, à moins que nous venions tout juste de découvrir qu'il s'agissait d'une planète fantôme. Voyez-vous, un peu comme le spectre de quelqu'un ayant autrefois vécu sur Terre, mais dont il ne reste que des traces, telles ces maisons hantées où quelque chose semble encore déplacer les objets dans la cuisine. Eh bien, la planète 9 pourrait être semblable à cela, sauf qu'elle hanterait l'espace. Peut-être a-t-elle existé il y a très longtemps, mais à un moment donné, pour des raisons encore obscures, elle aurait disparu, peut-être même expulsée du système solaire. Pourtant, son ancienne attraction gravitationnelle pourrait subsister, poursuivant Ammonite et lui donnant un léger élan. Mais aujourd'hui, elle demeure invisible. Bien sûr, il reste possible que cette orbite étrange ait une autre origine. Certains avancent qu'elle résulterait d'une interaction avec une planète errante, un objet de taille planétaire ne tournant autour d'aucune étoile. D'autres pensent que l'influence pourrait venir d'étoiles lointaines ayant croisé notre système il y a fort longtemps, lorsque le Soleil était encore jeune. Mais, soyons francs, aucune hypothèse n'égale l'attrait de celle d'une planète immense et cachée. Grande question. La planète 9 pourrait-elle encore exister malgré cette découverte? Eh bien, oui.
mais elle devrait se trouver bien plus loin que ce que les chercheurs avaient imaginé. Car même si certains pensent qu'elle pourrait être la 5e plus grande planète du système solaire, il existe encore une vaste région où elle pourrait se dissimuler. Autrefois, les scientifiques estimaient que la planète 9 se situait à environ 400 fois la distance entre la Terre et le Soleil, soit près de 13 fois plus loin que Neptune. Si nous lancions aujourd'hui une sonde pour la rechercher, le voyage durerait probablement entre 45 et 75 ans, et désormais, avec la théorie d'Ammonite, cette distance pourrait être encore plus grande. Nous ignorons simplement jusqu'où elle pourrait se trouver, car, comme mentionné précédemment, la planète 9 demeure une hypothèse, presque une légende spatiale. Ammonite, en revanche, est bien réelle, et son importance dépasse largement celle d'un simple objet lointain, ajouté à notre voisinage planétaire. Elle permet aux astronomes de reconstituer l'aspect du système solaire primitif. Étudier l'évolution de son orbite et ses propriétés physiques est essentiel pour approcher la vérité. Car, en réalité, une immense partie de l'espace reste inexplorée. Nos sondes n'ont atteint qu'une infime portion de ce qui existe, tandis que la majorité des régions extérieures demeurent encore inconnues. Heureusement, nous disposons d'instruments tels que le télescope Subaru, celui-là même qui a permis de repérer Ammonite. D'après les experts, c'est l'un des rares télescopes terrestres capables de détecter des objets aussi lointains. Il ne nous reste donc qu'à espérer de nouvelles découvertes du même ordre. Et si Ammonite n'est qu'un début, que peut-il bien se cacher encore, là-bas, dans l'obscurité, attendant d'être trouvé? Une idée? Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons.
Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète, soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique,
mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats, devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non.
Comme dit précédemment, l'étoile Kepler-22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler-22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler-22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler-22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler-22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler-22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler-22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler-22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler-22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler-22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler-22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique.